vous êtes ici sur le territoire de la communauté de communes d'Èvres-Samay, qui regroupe 31 communes, issues d'ailleurs déjà d'une fusion en 2010 de deux communautés, d'une de 15 000 d'Èvres et d'une autre plus petite de 6 000 habitants. Et aujourd'hui nous sommes à 22 800 habitants et avec 31 communes. Et lorsque nous nous sommes regroupés, une de nos premières priorités a été d'imaginer l'aménagement de notre nouveau territoire, de ce territoire qui s'était agrandi, qui faisait partie prenante du Boulonnais, bien sûr. Et à travers cela, bien sûr, nous avons aussi regardé, quand on parle d'aménagement du territoire, ce qu'était l'urbanisme sur notre territoire. Et nous avons fait le constat rapidement que 16 communes n'avaient aucun document d'urbanisme, que les 15 autres avaient soit des PLU, soit pour 2 d'entre elles encore des PLU à contenance POS, soit quelquefois que des cartes communales. Et tout ça était assez hétéroclite. Donc nous avons bien sûr eu affaire à un bureau d'études, mais aussi nous sommes dans une zone de parc naturel, le parc des Caps et Marais d'Opale. Et nous travaillons en permanence avec eux. Et avec ces partenaires-là, les Caps et Marais d'Opale, nous avons imaginé dans un premier temps de faire une étude paysagère de l'ensemble de notre territoire. Cette étude paysagère a été faite par le parc. Nous avons déterminé des identités et nous avons sectorisé. Et cette sectorisation a même permis de bâtir les secteurs de PLUI. Mais pour faire tout cela, nous n'avons pas fait que de l'urbanisme, nous avons pensé habitat, nous avons pensé développement économique, bien sûr maintien des paysages et de la biodiversité. Nous avons regardé l'identité de chacun de nos villages et c'est à partir de là et de ces réunions constructives que nous avons eues avec l'ensemble des élus que tous ont adhéré. Alors évidemment, beaucoup de questions se posent de la part de nos élus. Quelquefois, l'adhésion n'est pas aussi volontaire quelquefois qu'on pourrait y penser. Mais je crois que pour beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire la totalité, ont compris que nous devions travailler ensemble et à partir de là, les choses sont devenues plus simples. Donc c'est comme ça qu'est issu ce PLUI, la détermination des paysages, la détermination de 5 secteurs paysagers sur les 31 communes et nous travaillons au niveau de chaque secteur paysager et non pas de 31 plus. Parce que 31 plus, ça n'aurait, à mon point de vue, pas une cohérence suffisante au moment de regrouper l'ensemble. Voilà un peu comment nous avons mis en place ce PLUI issu de l'aménagement du territoire essentiellement et de nos paysages. D'accord, donc vous êtes appuyé sur cette identification de secteur paysager pour définir des zones de développement et travailler sur, Voilà. sur le projet. Est-ce qu'il y a eu, vous parliez des élus a priori par rapport au contexte de documents d'urbanisme, il y a eu une adhésion, est-ce qu'il y a eu des craintes quand même de la part des élus parce que vous avez comment anticipé sur la loi? Sur un PLU, il y a toujours des craintes. Vous savez, quelquefois, je disais toujours aux élus, surtout ne faites jamais un PLU dans votre commune dans les 2 ans qui précèdent le renouvellement municipal. Parce que c'est vraiment une difficulté qui est très grande. Donc il y a toujours des craintes, mais il y avait d'abord ceux qui n'avaient pas de document d'urbanisme et qui se rendaient bien compte que c'était devenu une nécessité. Et pourquoi ne le pas faire de façon commune? Il y avait ceux qui avaient des postes et qui allaient devoir évidemment réviser ces postes pour les transformer en véritables plus. Et puis il y avait les plus aussi, mais qui ont accepté, eux ils avaient déjà la démarche et ils acceptaient plus facilement d'entrer dans un plus intercommunal. Donc tout le monde a adhéré, plus ou moins vite, avec plus ou moins de vigueur, il faut bien le reconnaître, mais chacun a vu l'intérêt de faire ce regroupement. Ça permet aussi de donner une cohérence au territoire. Alors, vous savez ce que c'est qu'un plus. Il y a certes une adhésion, mais il y a aussi des contraintes qui vont être marquées dans ce plus. Il y a des contraintes. Nous avons la charte du parc que nous devons respecter. Nous avions mis en place un SCOT, un schéma de cohérence territoriale. Il faut respecter ces documents supérieurs. Il y a les lois. Et depuis 10 ans,
On a une quantité de lois concernant l'urbanisme. Depuis la loi SRU de 2000, on n'a pas passé une année sans en avoir. Il y a les nouvelles contraintes de la loi Allure, qui dans un premier temps d'ailleurs donnait obligation aux communes, aux communautés de communes de faire un plus, puis dans un deuxième temps a laissé une certaine liberté. Mais nous étions partis avant de toute façon et nous continuons. On a pris un bureau d'études qui a fait le bilan du territoire avec l'existant, avec les potentialités, avec les projections possibles vers l'avenir. Et puis on a regardé secteur par secteur ce qui pouvait être fait, quelle était la volonté des élus de ces secteurs, comment nous pouvions avancer. On est parti dans un premier temps sur les ateliers qu'on appelait ateliers fonciers. C'était le foncier qui était la première préoccupation. Donc si je comprends bien par rapport à ces ateliers, c'était des ateliers qui étaient composés d'élus communaux, mais pas seulement des maires, de plusieurs élus communaux. Et c'est des ateliers thématiques qui étaient faits par secteur paysager, et Voilà. qui étaient aussi des secteurs de développement. Voilà, c'est cela. Hein. Et donc on a fait le foncier, l'atelier foncier, dans chacun des territoires. Ensuite on est passé sur l'habitat, puisqu'il y a une répartition de l'habitat. Nous sommes dans l'arrière-pays boulonnais, nous avons des secteurs de périurbanisation. Hein, et ensuite, nous sommes passés à l'environnement, car ce cadre de vie, cet environnement, il faut le maintenir. Nous sommes dans un parc, nous avons travaillé sur les trames vertes, les trames bleues, nous avons travaillé sur l'ensemble de ce qui pouvait représenter l'environnement, mais aussi sur le patrimoine, sur le petit patrimoine rural qu'on retrouve ici. On a fait une enquête sur tout le patrimoine qui était beaucoup plus riche encore qu'on ne pouvait l'imaginer, parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos villages pour le prendre en compte au moment où on établira le PLUI, et on regarde aussi le cadre de vie de chaque village, parce que le CAUE nous le permet, c'est un de nos partenaires, et regarder l'entrée du village, la place de village, l'identité du village, comment on pourrait faire améliorer les choses dans chaque village, ça fait partie aussi de notre PLU intercommunal. Certes, il y a la grande entité, mais il y a aussi le retour vers le cœur du village, qui est indispensable pour que, j'allais dire, les maires adhèrent peut-être encore un peu plus. Donc ces groupes thématiques, là, sur les thématiques, étaient composés uniquement d'élus, uniquement d'élus. Nous avons fait les deux. Des groupes d'élus, et nous avons fait aussi des groupes avec de la population. Je veux vous dire que autant les élus étaient intéressés, autant nous n'avons trouvé qu'une population qui elle aussi était intéressée. Oh, pas forcément des gens qui étaient opposés, hein, mais qui avaient quelque chose à dire. Je pense des gens, défenseurs de l'environnement, du patrimoine dont j'ai parlé. Ils ont collaboré à la recherche du patrimoine, par exemple, et c'était intéressant de les remettre. Hein. Et maintenant, après ce cadre de vie, et parallèlement, bien sûr, nous établissons toutes les cartes, tous les zonages. Je dis, nous avons adopté le PADD, évidemment, avec ses grandes orientations, puisque le PADD, c'est cela. Hein, il a été examiné par chaque conseil municipal et voté. Et donc, après ce PADD, on a eu cette période un petit peu de latence, parce qu'au moment du renouvellement municipal, à la fois des communes et de l'intercommunalité, il y a des choses dont il ne faut pas trop parler. Et puis après ce renouvellement, nous sommes remis au travail et nous repartons sur ce qui est peut-être la partie qui va être un peu plus contraignante, puisque là on va rentrer dans les règlements, les zonages. Et parallèlement à tout ça, nous avons aussi et toujours eu le contact avec ce qu'on appelle nous les PPA, les personnes publiques associées, que sont l'État, la DDTM, la DREAL, mais aussi les chambres de commerce, chambres d'agriculture. J'avais demandé, avec le président, on avait demandé au maire de s'adjoindre des conseillers municipaux, ou de l'adjoint chargé de l'urbanisme, ou des conseillers municipaux, etc. Quelquefois, ça faisait 30, 40, 50 personnes autour de grandes tables, et puis autour d'une discussion. Mais alors là, c'est un peu difficile quand on arrive à ces niveaux-là. Mais en général, ça s'est à peu près bien passé. Hein. Par contre, de ce fait-là, toute l'animation de ces groupes thématiques était assurée par le bureau d'études que vous aviez recruté pour une partie, le bureau d'études. Pour une partie, on avait notre responsable de l'aménagement et du développement économique qui a pris. Nous avions aussi des collaborateurs. Mais nous avons aussi contractualisé avec l'agence d'urbanisme, hein, parce que là aussi c'est important. Le parc a eu un rôle aussi essentiel dans ce domaine. Il a assisté et il était
animateur aussi de chacun des ateliers. Le CAUE était là aussi. Nous avons des réunions avec la CCI, le FISAC par exemple, pour le FISAC. On a renouvelé selon les ateliers avec des partenariats pour certains qui existaient, pour d'autres avec qui nous avons contractualisé. Et vous parliez de l'association de la population, apparemment vous avez une démarche un peu particulière, notamment sur le patrimoine bâti. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces inventaires a priori participatifs. Oui, les inventaires. Alors avec la population, c'était des réunions, c'était aussi des expositions. On a monté qu'est-ce que c'est une exposition qu'on a fait tourner dans toutes les mairies qui souhaitaient, qu'est-ce que c'est qu'un PLU, quelle est la démarche du PLU, voilà l'état des lieux, voilà ce qu'on a fait, qu'on va faire en une dizaine de panneaux qui tournaient dans les mairies. Est-ce que tout le monde est allé les voir? J'en suis pas persuadé. Hein. Mais enfin, tous ceux qui y sont allés ont dit, ah ben, maintenant on en sait un peu plus. Et au-delà, je reviens un peu aux élus, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce travail sur des thématiques, sur des secteurs de développement. Après, est-ce que vous aviez des temps de retour, peut-être de conférences plus globales, et comment ça pouvait se gérer? Parce qu'effectivement, il y a ce travail par secteur, mais je pense qu'à un moment, il y a peut-être besoin d'avoir une vision globale. Oui, à un moment. Alors, quand on a fini chaque série d'ateliers, après le foncier, il a fallu refaire une réunion d'abord avec la commission urbanisme que j'anime, qui elle est composée quand même de gens d'élus qui sont plus imprégnés de l'urbanisme, hein. Et puis un retour devant les conférences des maires, hein, et des élus, de façon à leur pointer l'évolution au fur et à mesure du PLUI. Ça c'était nécessaire aussi, après chacune des séquences où nous avions fait les 5 réunions. Alors c'est lourd, hein. C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez beaucoup de communes. Quand vous avez les communes, à une période, j'avais systématiquement, tous les mercredis ou jeudis, c'était réunion dans un secteur différent. Hein. Tout au long du début de l'année, c'était du premier semestre, ça a été ça. Hein, et puis avec cette période de regroupement indispensable. Et il y en aura encore d'autres. C'est vrai que vous avez anticipé la loi, a priori c'est quand même un projet qui a été reconnu et suivi. Par contre, ça a quand même un certain coût et ça doit mobiliser une certaine ingénierie. Est-ce que ça, à un moment, ça n'a pas été aussi un point de, peut-être pas de crainte, mais en tout cas de... Oui, si, non, pas de crainte, parce qu'à partir du moment où chacun avait senti que c'était nécessaire, il a fallu le faire. Alors qu'est-ce que ça nous a coûté? Ça nous a coûté entre 200 et 250 000 euros. Il faut le reconnaître quand on ajoute tout. Et parallèlement, ce dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas directement le PLUI, on a fait une étude agricole ici. L'élevage, on sait ce que c'est, on sait que c'est en difficulté. Et on en a profité pour faire une étude en allant interroger avec l'ISA de Lille, hein, les 270 éleveurs et agriculteurs qu'il y a encore dans le secteur. Avec cette vision qu'ils ont de l'agriculture et avec aussi cette crainte de voir les difficultés qui sont à venir. Il y a la moitié des agriculteurs, il y en avait 2 fois plus il y a 30 ans. Hein. Mais c'est vrai que les installations se sont regroupées, qu'il y en a qui n'étaient plus viables. Et il en disparaîtra encore 20 à 30%. Et ça, c'était aussi utile à amener dans le débat du PLU. Alors l'étude agricole seule, parce que là, on lui donne un autre aspect pour aller sur des mesures pour aider nos éleveurs. Celle-là, elle a coûté séparément, mais 200 000 euros, on ne peut pas l'inclure dans le PLUI. Donc là, vous êtes au règlement pour voilà, une on est en train de projet. faire le zonage, le règlement, hein, et au fur et à mesure, avec les personnes publiques associées, avec tout ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, l'État, pour voir si les lois sont bien respectées, le parc, avec la charte du parc, la DREAL, qui regarde très précisément s'il n'y a pas d'anomalie dans ces domaines, tout ce qui concerne les zones humides avec les sages, et puis avancer aussi sur le règlement. Parce que le règlement est quand même une partie très importante. Hein, qui n'est pas évident à gérer à l'échelle. Qui n'est pas évidente à gérer. Hein. Donc là, vous allez l'aborder aussi par secteur paysager, oui, c'est quelque chose qui est on pas l'aborde encore à la défini, fois par secteur paysager, mais aussi le règlement, il ne peut être qu'unique. Hein. Donc il ne peut pas faire vraiment l'objet. On va ajouter, comme je vous ai dit, probablement un peu de règlement de boisement, des choses comme ça. Mais c'est compliqué aussi le règlement. Mais il faut avancer. Il
faut surtout aussi éviter, on fait un PLUI, on fait un aménagement du territoire, il faut quand même penser avant toute chose à nos populations, à nos habitants. Il ne faut pas qu'on leur pose que des mesures contraignantes. Hein. Un PLUI, il faut que, avec toute la partie aménagement, il faut que ça soit quelque chose qui aille de l'avant, qui permette d'avoir une vision à 10 ou 15 ans. Qu'est-ce que ce sera notre territoire dans 10 ou 15 ans? Par conséquent, il faut quelque chose de positif. Hein. Éviter en fait que ça soit encore quelque chose de contraignant, d'interdit, de choses comme ça. Il faut aller de l'avant. Il faut montrer que c'est indispensable, c'est positif pour l'équilibre de notre territoire, pour la vie de nos villages, pour l'accueil des populations. Tout ça doit être pris en compte et c'est là aussi qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Et puis arrive un moment où on est toujours obligé d'être contraignant. Il y a des lois, il y a la grenélisation, comme on dit, est passée par là. Mais on sait bien on ne pourra plus faire comme on faisait il y a 20 ans ou 30 ans, où on construisait sur des parcelles de 3000, 4000 mètres carrés. Et puis comme on a vieilli de 20 ou 30 ans, on se dit qu'il faut tondre toutes les semaines et que c'est compliqué. Non, il faut vraiment regarder les densités, il faut y faire attention. D'ailleurs, le SCOT les a bien marqués pour ne pas faire en sorte de dilapider le patrimoine naturel qui est le nôtre. Et c'était aussi une volonté qui passe relativement bien. Donc vous envisagez d'arrêter votre projet À la fin de l'année 2016, si tout va bien.